Fréquence ESJ. Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 20h l'invité. Ce soir, nous recevons Hugo Bernalicis. Bonsoir Hugo. Bonsoir. Vous êtes le député La France Insoumise de la 2e circonscription du Nord. Nous aborderons avec vous ce soir vos missions au sein de l'Assemblée nationale et la semaine compliquée de la France Insoumise avec Yanis Darras. Hugo Franceschi reviendra sur la réforme de la justice adoptée aujourd'hui par le Sénat et il reviendra également sur les soupçons de surfacturation de la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon. Vous qui nous écoutez, réagissez sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook et sur le Twitter avec le hashtag Fréquence ESJ. 20h l'invité en direct jusqu'à 21h, c'est sur Fréquence ESJ et ça commence maintenant. Fréquence ESJ. Et on commence tout de suite cette émission par une petite chose spéciale. On a Camille Garcet qui est là. Bonsoir Camille. Bonsoir Garance, bonsoir Hugo. Alors bonsoir. Camille, il présente nos invités d'une manière un peu particulière. Je vous propose d'écouter et on en parle après. Ce soir, Hugo Bernalicis, vouloir mettre les points sur les i, devoir pour la France Insoumise. Viens voir sur Fréquence ESJ, communiste de père en fils. Depuis 3 générations, le rouge coule dans vos veines. Pas une révélation, entre perquise et délation. Pas la meilleure situation, noyé sous les accusations. EFI est nul en natation, car oui, votre parti s'est fait perquisitionner. Directement après, vous vous êtes positionné plus que sceptique. Vous ne croyez pas à cette histoire, vous doutez même de la séparation des pouvoirs. Sur le plateau de France Info, vous dites alors tout haut, la justice et le gouvernement travaillent ensemble dans notre dos. Des accusations graves, mais vous vous sentez brave. D'Emmanuel Macron, vous ne voulez pas être l'esclave. Député depuis 1 an, vous faites déjà parler de vous. Agité dans l'hémicycle, la France Insoumise est debout. Mais d'après des recherches qui ont été faites à la loupe, vous êtes l'un des députés les plus moutonniers de votre groupe. Une particularité, et c'est plutôt rigolo, une chaîne YouTube appelée Les Topos d'Hugo. Un décryptage de l'actu, mais aussi de l'info, puisque j'en fais la pub. Allez-vous à beau ce soir, Hugo Bernalicis, vouloir mettre les points sur les i, devoir pour la France Insoumise. Viens voir sur Fréquence ESJ. Hey. Est-ce que vous voulez qu'on débriefe? On va faire un petit débrief, évidemment. Non, c'était bien. Est-ce que vous avez reconnu les grandes lignes de l'actualité? Oui, j'ai reconnu les grandes lignes. Alors je sais pas si je suis le plus moutonnier de mon groupe. J'ai vu ça dans des articles aussi. C'est une étude qui a été parue en tout cas. En fait, pour vous donner un peu le détail de ce genre d'étude, c'est un peu compliqué de savoir qui est le plus moutonnier ou pas, parce qu'en fait, comme on n'est pas tout le temps dans l'hémicycle sur les mêmes textes, et en fait on considère que vous avez voté correctement comme votre groupe quand vous êtes opposé aux articles, aux amendements déposés par la majorité. Mais il y a des choses que propose la République En Marche pour lesquelles on est pour, des articles, des amendements. Donc c'est un peu compliqué de savoir si on est des moutonniers ou pas, mais ce qui est sûr c'est qu'on a une cohérence politique dans notre groupe. En tout cas c'est ce qui était dit dans l'article de Médiacité Lille. Mais bon voilà, en tout cas c'était tout pour votre portrait. Merci à vous Garance. Merci Hugo. Camille Garcet. Bonne émission. Fréquence ESJ. On continue tout de suite cette émission avec le mot de la semaine, ou plutôt le mot de ces derniers jours, et c'est plutôt un hashtag cette semaine dont on va parler. C'est le hashtag pas de vague. Donc ce hashtag a fait son apparition dimanche sur les réseaux sociaux et a totalement envahi Twitter. Avec ce hashtag pas de vague, les professeurs dénoncent le silence de l'éducation nationale face aux violences auxquelles ils sont confrontés chaque jour. Ce hashtag fait suite à l'affaire d'un lycéen filmé en train de braquer sa professeure avec une arme factice. L'élève a été mis en examen. Hugo Bernalicis, est-ce que les différents gouvernements précédents ont délaissé les professeurs et les ont laissés finalement... Ils leur ont demandé de ne pas faire de vagues. Ce qui est clair, c'est qu'il y a toujours eu une omerta, et vous savez, c'est pas que sur ce sujet-là. Je discutais la dernière fois au conseil régional des Hauts-de-France. Il y avait des jeunes qui s'impliquaient, qui s'appelaient Bouge ta région. Bon, je suis allé les rencontrer, notamment des collégiens. Et je leur demandais si selon eux il y avait beaucoup vous savez, de harcèlement entre collégiens. C'est aussi un sujet qui est important à l'école, et ils nous disent la plupart du temps c'est sur des faits mineurs où les uns et les autres se font attraper par l'administration, par le CPE, mais pour les cas de harcèlement grave, finalement tout le monde ferme les yeux. Et pourquoi ça? Parce que vous avez un phénomène de compétition entre les établissements, et donc les établissements scolaires
étant donné qu'ils sont en compétition, ils veulent renvoyer une bonne image d'eux pour avoir les meilleurs élèves, des meilleures familles, etc. Donc ça fait pas bon genre d'expliquer que chez vous il peut y avoir des agressions de professeurs, etc. Voilà. Et donc dans ce phénomène-là, bah oui, il y a un phénomène d'omerta où on n'ose pas parler des problèmes qui ont lieu et qui ont cours à l'école de la République. Qu'est-ce qui doit être mis en place selon vous pour aider les professeurs ? Bah écoutez, déjà qu'ils aient un accompagnement psychologique pour ceux qui sont mis en cause, victimes, etc. Là, dans le cas de figure présent. Après, globalement, moi je vois, et c'est encore trop parcellé, hein, il y a des partenariats qui sont faits, soit avec la gendarmerie, soit avec la police, avec le procureur de la République dans son secteur, pour expliquer justement quelles sont les limites de ce que peuvent faire les élèves, ce que peuvent pas faire, quelle est la suite d'un traitement judiciaire quand il y a un signalement, comment c'est pris en charge. Sauf que ça doit pas être la seule réponse, parce qu'on a quand même, en réalité, pour aider les professeurs, ce qu'il faudrait, c'est un meilleur encadrement en général des assistants d'éducation scolaire, des CPE en nombre suffisant. Or, on sait que le bât blesse en la matière. Ok, le nombre d'enseignants, pour l'instant, on a réussi à en avoir plus qu'avant. Pas suffisamment à mon sens, mais plus qu'avant. Sur l'accompagnement des assistants d'éducation, on est encore beaucoup trop à la traîne. Merci Hugo Bernalicis. Fréquence ESJ. La semaine écoulée aura été longue pour la France Insoumise et surtout pour Jean-Luc Mélenchon qui a enchaîné les faux pas et les actes déplacés. Et on revient dessus avec vous Yanis Darras, bonsoir. Bonsoir Garance, bonsoir Hugo Bernalicis. Bonsoir. Est-ce que, au cours de la semaine qui vient de se dérouler, Jean-Luc Mélenchon n'est pas allé trop loin ? Bah je sais pas, enfin ça dépend à quel point de vue on se passe. Est-ce que il aurait mieux valu rester calme dans un certain nombre de cas de figure et de situations ? Oui, moi je pense que oui, mais c'est pas ce qui s'est passé. Et après, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on a épuisé le sujet ? Est-ce que c'est ça le seul sujet ? Est-ce que quand vous êtes poussé... Est-ce que autant de colère finalement dans un seul homme, est-ce que c'est pas dangereux pour Jean-Luc Mélenchon auprès du public, auprès de nous médias, auprès de vous députés ? Non, je pense pas. Vous savez, je pense pas qu'autour de cette table, aucun d'entre nous n'ait jamais été en colère et pas fier d'avoir été en colère sur tel ou tel sujet avec des amis, en famille, etc. Et si vous me dites là, le contraire, vous êtes vraiment représentant de la République. Laissez-moi finir ma phrase. Il y a une difficulté quand on fait de la politique, c'est qu'on est un personnage public 24 heures sur 24, voilà, 7 jours sur 7. Et que du coup, le moindre faux pas, dérapage, en tout cas considéré comme tel, est sujet à interprétation, à surenchère, etc. Bon. Là, en l'occurrence, Jean-Luc Mélenchon a fait sa propre surenchère. Par exemple, en disant tout simplement, en discréditant les journalistes de France Info, en les traitant de menteurs, ce sont des abrutis. Je vous propose de faire un sujet à la fois. Je vous propose de faire un sujet à la fois, sinon on va pas s'en sortir. Mais je vous demande juste, est-ce que c'est dangereux aujourd'hui, un leader politique comme le vôtre, comme Jean-Luc Mélenchon qui dit ça ? Est-ce que c'est dangereux pour la République ? Question, c'est est-ce que c'est dangereux ? Ma seule réponse est non, mais après on peut pas peut-être aller au-delà juste du non. Et je pense que si vous parlez des événements sur la perquisition en tant que telle, notamment quand au cours de la semaine éculée, quand on est arrivé devant, mais c'est l'image qui a tourné en boucle. On va pas faire les hypocrites les uns les autres autour de ce micro. L'image qui a tourné en boucle, c'est celle où il souhaite rentrer dans le local de la France Insoumise avec mes collègues parlementaires et un certain nombre de militants. Est-ce que le ton est monté ? Oui. Est-ce que c'est regrettable ? Oui. Est-ce qu'il aurait mieux valu parler plus calmement aux policiers ? Oui, il aurait mieux valu parler plus calmement aux policiers. Après, est-ce que venir en groupe comme ça fait aussi monter finalement la tension entre vous et les policiers présents ? Oui, ça joue. Mais attendez, c'est un rapport de force politique. Il aurait mieux fallu que Jean-Luc Mélenchon vienne tout seul finalement ? C'est une disposition. Non, je pense pas par ailleurs. Mais là, on est convaincu et j'affirme que c'est une agression politique où on a instrumentalisé le judiciaire et les policiers contre la France Insoumise cette semaine et ce mardi avec les perquisitions. D'accord ? Je l'affirme et je pourrais vous le démontrer tout de suite après. Mais quand vous êtes mis dans cette situation-là, de tension, on vient vous perquisitionner chez vous à 7h du matin. Déjà, c'est pas terrible, pas très agréable. Bon, ça, à la limite, ça arrive à des centaines de Français chaque année. Ouais, beaucoup trop à mon avis. Honnêtement, beaucoup trop à mon avis. Et vous vous souvenez qu'on était un des rares groupes. Non, c'est pas la loi. Non, c'est pas ça la loi. La loi, c'est l'opportunité des poursuites. Et moi, je suis pas pour qu'on fasse des perquisitions tous azimuts. Quand même, la loi le permet. Sinon, c'est quoi ? On vit dans quoi ? Dans un état policier ? C'est ça qu'on veut ? Moi, je ne le souhaite pas. Et on a été un des rares groupes politiques à protester contre les 4350 perquisitions administratives qui avaient eu lieu contre l'état d'urgence. Donc, c'est pas une nouveauté que je sois pas fan des perquisitions. Vous n'êtes pas fan de la méthode, mais sur le fond, finalement, ça vous convient. Je vais essayer de finir au moins mon raisonnement sur ce qui s'est passé au moment de rentrer en siège de la France Insoumise. Nous avons l'intime conviction que nous sommes dans notre... Et en plus, maintenant, on en a la véracité juridique, que nous sommes dans notre bon droit de pouvoir rentrer dans notre local, y compris pendant la perquisition, pour assister à la perquisition. Oui, ça, rien ne vous l'interdit, en effet.
Oui, tout à fait, je confirme. Bon. Oui. Donc on arrive, et en plus on a une écharpe bleu, blanc, rouge. Alors bon, c'est sûr que quand Jean-Luc dit ma personne est sacrée, ça peut faire sourire, mais en réalité ça aussi, ça montre pas un petit peu une image de Jean-Luc Mélenchon qui se pense au-dessus de la loi finalement, en disant je suis sacré, ma personne est sacrée. Non, c'est pas. Je suis parlementaire. Non, regardez, vous venez de me dire tout à l'heure que les perquisitions c'était la stricte application de la loi. Et ben la sacralité du député c'est la stricte application de la loi parce qu'elle prévoit l'inviolabilité et l'immunité parlementaire. D'accord, c'est pas un truc, c'est pas une loi qu'on a inventée de circonstance. Et il y a des statuts comme ça qui sont protégés. D'ailleurs, le statut de journaliste, vous savez que c'est un statut qui est protégé, le statut d'avocat, etc. Un certain nombre de professions, et c'est bien normal. C'est ça qui garantit le caractère démocratique d'un état de droit, de séparation des pouvoirs et de respect entre les différents pouvoirs. Bon. Donc, on pense qu'on est dans notre bon droit. Ensuite, vous avez une escalade. Le policier refuse d'entrer. Il demande au policier, certes de manière véhémente, qui lui a donné ses ordres. Est-ce que le procureur de la République fait un effort pour sortir devant et dire « Bonjour, monsieur Mélenchon, je suis le procureur, c'est moi qui ai ordonné cette perquisition ». Est-ce que c'est son rôle aussi de dire ça finalement à Jean-Luc Mélenchon ? C'est exactement son rôle. C'est précisément pas dangereux parce qu'au final, il y a eu quand même... dangereux, non, on n'est pas sérieux quand même. Quand même, au bout d'un moment, Jean-Luc Mélenchon en est presque arrivé aux mains. Est-ce qu'on peut le dire aujourd'hui ? Est-ce que Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui a fait des gestes déplacés envers certains policiers ? Moi je pense. Il y a des plaintes qui ont été déposées quand même. Écoutez, nous aussi on a déposé 4 plaintes pour violence des policiers sur nos militants. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est pas ce que vous remarquez en premier finalement. C'est pas le temps pour Jean-Luc Mélenchon finalement de laisser sa place après autant cette semaine. À ce moment-là, cette semaine difficile. Demandez-moi tout de suite, allez à l'essentiel tout de suite si vous vous intéressez pas au déroulé et à tout ce qui s'ensuit. Non, je pense pas que ce soit le temps qu'il laisse sa place. Il est président de groupe parlementaire, il continuera d'être président de groupe parlementaire. On est un groupe de parlementaires, on souhaitait accéder à notre local. Ensuite, vous avez l'enchaînement des faits. Parce que quand vous voyez que sont mis en place contre vous des moyens disproportionnés, démesurés, qui ne sont pas l'interprétation stricte de la loi, parce que savez-vous comment on fait pour contester ce qu'a fait le procureur de la République ? Chose que je souhaite qu'on fasse. Savez-vous comment on fait ? Absolument pas. Eh bien, il n'y a pas de moyen juridique pour contester. D'accord ? Vous êtes là, vous n'avez aucun moyen juridique de malheureusement, contester. Ça arrive, comme je vous le disais, ça arrive à des centaines de Français chaque année. Vous l'avez dit, plus de 4000 perquisitions. Ça c'était en cas de terrorisme, parce qu'il y en a encore d'autres. Mais c'est bien pour ça que dans le cadre du projet de loi sur la justice, on propose de revenir sur ces dispositions-là qui n'ont pas toujours été. Ce sont des dispositions qui ont été essentiellement introduites sous les quinquennats de Nicolas Sarkozy, qui permettent des pouvoirs exorbitants au procureur de la République, qui étaient avant uniquement l'apanage du juge d'instruction, un magistrat du siège qui lui est indépendant, puisque le procureur, en l'occurrence François Molins, a été lui nommé par Nicolas Sarkozy, son adjoint en janvier dernier par Emmanuel Macron, et d'ailleurs monsieur Molins c'était prévu qu'il soit ministre de l'Intérieur. En tout cas c'était une des hypothèses avancées par le pouvoir en place. Donc en termes d'indépendance, je crois qu'on fait un peu mieux. Merci Hugo Bernalicis, merci Yanis Darras. Fréquence ESJ. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter avec le hashtag Fréquence ESJ. Dans quelques instants, nous aborderons les élections européennes avec Hugo Franceschi et Yanis Darras. Vous reviendrez sur les perquisitions qui ont eu lieu mardi dernier au siège de la France Insoumise. Mais tout de suite, on écoute Lost Frequencies avec Mélodie. 20h16 sur Fréquence ESJ, on continue tout de suite avec vous, Hugo Bernalicis. La perquisition sous haute tension mardi dernier au siège de la France Insoumise et au domicile de Jean-Luc Mélenchon. Alors que la police a perquisitionné une grande partie des biens du parti, les membres de la France Insoumise demandent la restitution de tout ce qui a été prélevé. Yanis Darras, on vous écoute. On en a parlé, on vient juste d'en parler, on va en parler un peu plus en profondeur cette fois-ci. Est-ce que cette perquisition était méritée, Hugo Bernalicis ? Même légale, certains aspects de la perquisition ne sont pas légales. Tout simplement. Regardez, qu'a demandé la police récemment ? Elle a demandé de venir dans les locaux de police pour venir sur la base du PV valider les scellés provisoires. Or, il est prévu en termes de procédure que ce soit fait sur place. On comprend bien pourquoi, parce que vous déplacez... Il y a eu des lacunes dans cette perquisition. Ah bah oui, très clairement. Il y a eu un certain nombre de lacunes qui sont évidentes. Parce qu'il y a une certaine précipitation, visiblement, dans les événements. Il a fallu aller vite. Il y a eu... Vous avez cité finalement 2 perquisitions, mais il y a 17 perquisitions en même temps. Il y en a eu d'autres, effectivement, chez les proches de Jean-Luc Mélenchon. Pas d'autres, 17. D'accord ? Vous fouillerez le nombre d'affaires où il y a eu 17 perquisitions en parallèle. Il n'y en a pas beaucoup. Et sur une année, il y en a finalement très peu, y compris en criminalité organisée et en terrorisme. Alors en matière politique, c'est du jamais vu, en réalité. La seule perquisition qui a eu une ampleur un peu importante, c'est celle du Front National en 2016, y compris dans le cadre d'une enquête préliminaire. Sauf que, dans le cadre du Front National, vous avez l'organisme, l'Office de lutte contre la corruption
au Parlement européen qui signale à la justice française, ce qui explique que le procureur doit agir vite et utilise l'enquête préliminaire pour fonctionner de la sorte. Même il y a eu des abus de pouvoir. Alors, il y a eu des abus de pouvoir mardi dernier. Oui, très clairement. Des deux côtés ou pas? Non, mais il n'y a pas des deux côtés. Il y a un fait générateur. Après, vous pouvez voir l'enchaînement des faits et dire que dans l'enchaînement des faits, il y a eu une surréaction parce que oui, on est des êtres humains. Pardonnez-le. Voilà, on est des êtres humains, donc on s'énerve, ça crie des fois, etc. Et moi, je suis pas le dernier en la matière. Et finalement, peut-être heureusement que j'étais pas là au moment où et que j'étais sur France Info justement, au moment où les portes ont été un peu secouées. Bon, la difficulté, c'est que vous ne pouvez pas le contester. Nous, ce qu'on demande, c'est pas d'être au-dessus des lois, c'est d'être dans le même cadre que tout le monde. Comment ça s'est passé pour le MoDem, pour des faits similaires, c'est-à-dire la dénonciation de la députée et encore là aussi. Il y a eu des privilégiés, c'est ça que vous êtes en train de nous dire? Il y a des privilégiés aujourd'hui. J'en connais au moins, vous le connaissez aussi bien que moi. Il s'appelle Alexandre Benalla. Quand même, en termes de privilèges, le fait qu'on vous prévienne qu'on va vous perquisitionner pour pouvoir discrètement faire disparaître un coffre-fort, bon, sachant que c'est l'épouse de Monsieur Benalla qui a fait, enfin, elle devait être son épouse d'ailleurs, pour l'anecdote, mais qui a subtilisé le coffre-fort et qu'on ne savait pas où la trouver. Elle était censée être partie à l'étranger et on apprend la semaine dernière, que quoi, elle travaille au siège de la République en marche, très fort. Et au siège de la France Insoumise aujourd'hui. Est-ce que il y a eu donc finalement des événements qui ne se sont pas déroulés comme prévu, aussi bien de votre côté que du côté de la police? Non, de notre côté, non, ça pouvait pas se passer comme prévu parce que c'était pas prévisible. Jean-Luc Mélenchon, on est quand même presque venu aux mains, malheureusement. Non, mais il n'en est pas venu aux mains. De toute façon, le connaissant, il n'en serait pas venu aux mains. Il crie fort, mais il n'en serait pas venu aux mains. De toute façon, bref. Mais ceci, je mets ça de côté. C'est pas très intéressant en réalité, mais quels sont les moyens juridiques dans le code de procédure pénale pour arriver à nos fins? Il y a, nous, ce qu'on aurait souhaité, même si je pense que c'était pas normal quand même, parce que sur la base de soupçons, c'est un peu limité de fonctionner de la sorte. C'est de nommer un juge d'instruction, comme ça s'est fait pour le MoDem. D'accord ? Même comme ça s'est fait pour le Front National dans la foulée. Le juge d'instruction, il peut ordonner des perquisitions, de la même manière que le procureur de la République. Différence, lui, il est indépendant. Pas une petite différence. Il rend pas des comptes à la garde des Sceaux, d'accord? Pourquoi là il rend des comptes à la garde des Sceaux? En tout cas, il est tenu, professionnellement, il est tenu de le faire à la procureure générale, puis elle qui rend des comptes à la garde des Sceaux. C'est une chaîne hiérarchique, hein. Et c'est souhaité. C'est pas pas un complot quand je dis ça. Hein. Est-ce que finalement la meilleure tactique aujourd'hui pour vous, c'est finalement juste de laisser faire la justice? De laisser finalement passer l'affaire. Non, parce que je vais vous dire pourquoi. De patienter. Vous savez, on est un certain nombre à vivre des injustices dans notre quotidien, à un guichet d'une administration ou pas, d'une entreprise, et vous avez deux choix. Soit vous vous écrasez, vous dites bon tant pis, je râle pas. Soit vous dites écoutez, au moins faut que je le fasse. Pas forcément pour moi, mais pour tous ceux qui vont tomber dans la même galère que moi, dans la même procédure à un moment donné, parce que c'est pas normal. Et moi, je pense que c'est de notre responsabilité, justement, de ne pas se laisser faire. C'est de notre responsabilité pour pointer du doigt un système judiciaire qui est injuste et qui est déséquilibré en faveur du procureur de la République. Avec un système judiciaire que vous qualifiez d'injuste comme ça. Oui, et vous devriez, vous aussi, en tant que journaliste ou futur journaliste, avoir peur aussi pour la suite des événements, parce que demain, votre statut ne vous protégera pas du tout dans le cadre d'une enquête préliminaire telle qu'a fait le procureur de la République. Voilà, tout simplement. Et que le premier qui grattera une affaire qui a un lien avec le pouvoir se verra vous déranger, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Vous dérangez. Il ne faut pas être un aigle pour voir qu'on dérange, ça c'est évident. Surtout qu'en plus vous avez eu, on était sur une pente quand même ascendante. Il y avait mon collègue François Ruffin qui avait quand même interpellé les députés de la République en marche et le gouvernement sur les accompagnants pour les élèves en situation de handicap. Ça faisait beaucoup de fois. Ça faisait quand même plusieurs fois que il y avait des sondages en plus qui s'enchaînaient. Jean-Luc Mélenchon en tête devant Emmanuel Macron. Enfin bon, je vous passe les détails. Il était temps de nous remettre finalement dans le même sac que tout le monde. Voilà à quoi ça sert cette opération. C'est parce que c'était la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon ou c'est ça pour tout le monde? C'était le cas aussi. Moi, je pense que le MoDem a été tué politiquement par des moyens judiciaires. Vraiment, pour s'en débarrasser immédiatement et pas qu'il soit trop ennuyant. Aujourd'hui, on tue alors les forces d'opposition. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Imaginez le même cas de figure. Très rapidement. Imaginez le même cas de figure en Russie. Vladimir Poutine qui fait ça à son principal opposant politique. Quel cri on n'aurait pas poussé ici dans le pays en disant regardez Poutine atteinte à la démocratie, qu'est-ce qu'on fait avec lui, il faut lui mettre des sanctions, etc. Et ici ça passe comme si c'était normal parce que Jean-Luc Mélenchon était trop énervé. Je vous prie de regarder ce qui se passe sur le fond. Et le projet de loi sur la justice prévoit de donner encore plus de pouvoir au procureur de la République, encore plus sur ce qu'on appelle les techniques spéciales d'enquête, poser des balises, mettre sur écoute, poser des micros, etc. Et nous y reviendrons un petit peu plus tard avec Hugo Franceschi. Merci Hugo Bernalicis. Merci Yanis Darras, merci Hugo Bernalicis. Fréquence ESJ.
Il y a quelque chose aussi dont on a beaucoup parlé cette semaine, c'est la surfacturation possible de Mediascope. La justice soupçonne la société Mediascope et sa directrice Sofia Chikirou d'avoir surfacturé certaines prestations lors de la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon. Le chef des Insoumis a ensuite été remboursé par l'État français. On voit ça tout de suite avec vous, Hugo Franceschi. Bonsoir. Bonsoir Garance, bonsoir Hugo Bernalicis. Bonsoir. Diriger la communication d'une campagne électorale et en être également un prestataire, c'est normal pour vous ? Alors c'est pas le cas, donc c'est pas le cas. Si ça avait été le cas, je vous aurais dit. Sofia Chikirou n'est pas prestataire de la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Je vous renvoie à l'interview de Sofia Chikirou ce soir à BFM TV. Je pense qu'elle a magistralement expliqué tout ça. Elle n'avait pas de double casquette. Non parce que mais je vous explique comment ça se passe une campagne. C'était pareil pour moi localement pour ma campagne législative. Le donneur d'ordre, c'est le candidat, personne d'autre. C'est l'ordonnateur, juridiquement parlant en plus. Mais elle était directrice de communication de Jean-Luc Mélenchon et directrice de Mediascope. Non, c'est un abus de langage. C'est la seule situation pour simplifier aux yeux du grand public. Elle est directrice de Mediascope et elle est en charge de la communication de la France Insoumise, qui est décidée par qui Jean-Luc Mélenchon, candidat, et Manuel Bompard, directeur de campagne. C'est lui le directeur de campagne et l'ordonnateur avec Jean-Luc Mélenchon qui donne les ordres. Ensuite, c'est la mise en œuvre. De toute façon, vous savez comme moi comment ça se passe en termes de communication. C'est pas à distance, tu me fais ça, etc. Donc quand on définit un objet politique de communication, que ce soit un meeting, etc., la personne en charge de la communication, vous faites une réunion avec elle. Et du coup, physique, Mediascope, vous redéfinissez. C'est une vraie agence Mediascope, c'est pas une coquille vide. Ah non, c'est une vraie agence. Parce qu'il faut quand même noter quelque chose, c'est que Mediascope n'a été en activité que lors des campagnes de 2012 de Jean-Luc Mélenchon et à partir de septembre 2016, lancement de la campagne de Jean-Luc Mélenchon, enfin la deuxième campagne. Eh ben, à part ça, il n'y a pas d'activité à Mediascope en dehors de ces campagnes électorales. Et alors ? Donc c'est une coquille vide. On peut dire que c'est une coquille qui a fait la campagne présidentielle de 2012 et la campagne présidentielle de 2017. Et en dehors de ça, qui ne fait rien. Si vous appelez ça des coquilles vides, je vous invite à faire une campagne présidentielle. Vous allez voir, vous n'allez pas vous ennuyer. C'est pas moi qui appelle ça une coquille vide, c'est une ancienne collègue de Sofia Chikirou qui a travaillé avec elle et qui s'est confiée à la cellule d'investigation de Radio France. Et qui s'appelle ? Qui s'est confié à la on sait pas. On sait pas. Donc Radio France dit n'importe quoi selon vous. Oui, à plus d'un titre. Parce que vous savez, quand j'entends, j'imagine, vous avez déjà mis une vidéo en ligne quand même. Oui. C'est pas juste se prendre en vidéo et appuyer sur publier, non, mettre une vidéo en ligne, choisir le moment qu'on passe, sous-titrer, mettre le 250 €, mettre le petit texte qui va avec, ça prend 2 minutes et 200 et 250 €. Oui, c'est 250 €. Quand vous passez par un communicant, vous savez, faire un tract, c'est pas énorme, mettre tract. un son sur SoundCloud, ça prend vraiment 5 minutes quoi. Ça dépend si vous n'avez pas à le découper et à choisir le son que vous voulez mettre. Parce que là, il n'y a pas eu de montage là-dedans. On a quand même 19 discours de Jean-Luc Mélenchon pour un total de 4 750 €. Tout ça pour mettre un son sur SoundCloud. Et vous êtes sûr de ça ? Ah bah sûr et certain. Ah non, vous êtes pas sûr et certain, vous répétez ce qu'ont dit les gens de France Info qui sont eux-mêmes pas sûrs et certains visiblement. Et par exemple, est-ce que au sujet des 200 € la minute de facturation, ça non plus on n'est pas certain de ça ? Ah bah non. Parce que par exemple, vous nous parliez de Sofia Chikirou sur BFM TV, elle a quand même déclaré que 200 € c'était à peu près la moyenne pour n'importe qui. Or, c'est 15 € la minute. Non, 15 € la minute non, c'est pas vrai, c'est pas 15. Vous avez vérifié que c'était 15 € la minute ? Vous avez appelé des prestataires ? Vous avez testé vous-même à faire des devis ? Je vous invite à le faire. Non mais en tout cas, c'est pas 200 €, ça c'est sûr. Non mais je vous invite à le faire. Faites-le. Faites-le, on revient ici. Moi je sais que pour faire un tract par exemple, basique, il sait au moins la prestation normale sur le marché, vous en avez au moins entre 300 et 500 € en fonction de la taille du tract et du type de prestation. C'est quand même excessivement cher pour une feuille à recto verso où vous donnez même le contenu. Pour vous, Hugo Bernalicis, il n'y a pas eu de surfacturation de la part de Mediascope. Non, et en plus, le pire, c'est que toutes les factures ont été au fil de comptes de campagne en discussion permanente avec la Commission nationale des comptes de campagne. Qui donne les mauvais chiffres alors ? Ah bah France Info, ça c'est une certitude. C'est la faute de France Info s'il y a tout ce scandale autour des surfacturations. De toute façon, vous savez ce qui va se passer, c'est qu'à la fin, les factures, elles sont déjà en possession de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Elles sont déjà en possession de la justice. C'est pour ça que vous avez été signalé aussi. Non. Le comité des comptes de campagne vous a signalé. François Logereau l'avait déjà fait en juin. Pour Jean-Luc Mélenchon. C'est pas pour ça. Jean-Luc Mélenchon avait même répondu à François Logereau en demandant le réexamen de ses comptes de campagne et de ceux d'Emmanuel Macron. Non, pas que ceux d'Emmanuel Macron, de tous les candidats de François Fillon, de Benoît Hamon, etc. Mais il a eu tort de parler trop vite. Parce que si nous on est surfacturés, mais alors les autres ils sont surfacturés. Parce que Emmanuel Macron, un clip de campagne, 150 000 €. Nous, 20 clips de campagne, 80 000 €. Alors bon. Peut-être qu'il y aura une enquête de France Info sur les comptes de campagne d'Emmanuel Macron, mais visiblement, ils ont accompagné le classement sans suite. De qui ? Le classement sans suite de qui ? Du procureur de la République, le même qui autorise les perquisitions pour nous. Sur la base de quoi ? Les mêmes soupçons.
C'est bizarre quand même, non? Mais ça vous semble pas bizarre, vous? Non, moi, ce qui me semble bizarre, je vous le dis, c'est le fait que la facture du cabinet de comptable de Mediascope a été refacturée à la France Insoumise. Or, oui, c'est le cabinet de campagne, c'est le cabinet de comptabilité de Mediascope et non pas de la France Insoumise. Qu'on refacture des frais téléphoniques, ça peut être compréhensible, mais ça, en l'occurrence, c'est pas une surfacturation. C'est des charges. Vous refacturez vos charges. Dans une facture, il y a quoi? Il y a des charges. Enfin, ou alors vous avez jamais fait la comptabilité d'une entreprise ou la comptabilité privée, mais quand même, un minimum. Et de toute façon, vous êtes pris entre le marteau et l'enclume dans un compte de campagne, entre la sous-facturation, qui est interdite, qui a été pointée du doigt dans le compte de campagne d'Emmanuel Macron et qui pourtant n'est pas poursuivie, ou la surfacturation. Sous-facturation, je vous parle notamment des salles à 100% de ristourne ou 90% de ristourne, etc., qui est interdite dans le code électoral parce que c'est un avantage donné par une personne morale à un candidat. C'est tout à fait interdit. Bon, alors nous on a fait le choix de discuter avec la commission. Finissez rapidement s'il vous plaît. On a fait le choix de discuter tout au long avec la Commission nationale des comptes de campagne. À la fin, finalement, ils disent le contraire et il y a un de chez eux qui ne respecte pas son devoir de réserve et qui donne ça en dénonciation au procureur. Bon voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi je pense qu'on devra poursuivre ce monsieur Logeron une fois que tout sera terminé. Merci Hugo Bernalicis, merci Hugo Franceschi. Fréquence ESJ. 20h29 sur Fréquence ESJ. Restez avec nous dans quelques minutes. Nous aborderons vos missions à l'Assemblée nationale. Hugo Bernalicis avec Yanis Darras et Hugo Franceschi. Vous reviendrez sur la réforme de la justice votée aujourd'hui au Sénat. Tout de suite, c'est c'est 1000 couronnes de Aum sur Fréquence ESJ. Fréquence ESJ. 20h33 sur Fréquence ESJ et tout de suite on aborde avec vous Hugo Bernalicis la réforme de la justice qui est proposée par la ministre Nicole Belloubet. Elle sera votée mercredi prochain au Sénat avant d'être présentée à l'Assemblée nationale. Le système judiciaire mais surtout carcéral seront largement remaniés. On voit ça avec vous Hugo Franceschi. Vous êtes favorable à cette réforme Hugo Bernalicis? Absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. Je crois que j'ai suffisamment de doigts sur les mains pour des petites choses anecdotiques qui peuvent être des avancées. Mais l'essentiel de ce texte, l'économie générale de ce texte, c'est justement de faire des économies. Parce que 26 amendements ont été déposés sur le texte au Sénat après un premier examen. Sachant qu'au Sénat, La République En Marche n'est pas aussi implantée qu'à l'Assemblée nationale. Minoritaire, vous pouvez le dire, très minoritaire. Est en minorité, pardon. Ça leur fait du bien des fois. Mais vous pensez que ce sera aussi facile de combattre à l'Assemblée nationale cette réforme puisque vous n'êtes pas d'accord avec? Moi je vais vous dire tout de suite, c'est cuit hein. C'est cuit d'avance. C'est cuit d'avance. Donc vous partez du principe que attendez, ça fait 1 an et demi que c'est cuit d'avance. Je vous arrête tout de suite. Le nombre d'amendements substantiels de la France Insoumise qui passe est proche du néant. Pourquoi continuer alors? Mais je peux vous expliquer ça, mais ça prendrait plus de temps que de parler de la réforme de la justice. Non, on le fait à plus d'un titre. D'une part parce qu'on prépare l'après et qu'on a de la matière première législative pour la suite, c'est-à-dire des propositions de loi qui peuvent découler de ces amendements, premièrement. Et deuxièmement parce que les gens qui nous soutiennent largement, ou les syndicats avec lesquels on travaille, les organisations associatives, la société civile, attendent de nous ce positionnement politique et de mener de ces batailles politiques-là. Et on les mène parce qu'on y croit. Et quand vous dites que c'est cuit, sachant que Nicole Belloubet a assoupli sa propre réforme, elle a amendé son propre texte, notamment autour de la fusion des tribunaux d'instance et de grande instance. Comment ça, elle a assoupli sa réforme, donc en soi, il y a une écoute de la part du parti présidentiel pour l'opposition. Elle a assoupli plus qu'à la marge. Il y aura bien la fusion le statut des juges d'instance ne sera pas changé. Ils resteront des magistrats spécialisés. Et je peux vous dire pourquoi. C'est parce qu'ils se sont dit pour faire des économies, il n'y a pas besoin d'attaquer ce statut. Donc on va pas s'embrouiller avec les syndicats de magistrats qui sont à cheval sur ce statut. Ça fait un front de moins à gérer et ça leur coûtait rien du tout. Ça leur coûtait rien du tout de faire ça parce que leur objectif, c'est pas de supprimer le statut du juge d'instance. Peut-être qu'ils le feront plus tard par ailleurs. Non, leur souci à très court terme, c'est de fusionner les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance pour faire des économies parce que le tribunal d'instance lui marche bien à des délais extrêmement courts et le tribunal de grande instance c'est pas aussi pour aller plus vite cette réforme pour rendre la justice plus efficace aussi, ce qui peut être bien pour les citoyens français. Oui, ça pourrait être bien. Alors des fois ça va un peu trop vite quand on voit les perquisitions, mais ceci est une autre histoire. Mais disons que par exemple les procédures informatiques, le fait de créer des tribunaux criminels départementaux, ça permettrait d'alléger Non mais il faut pas alléger les procédures actuelles. Il faut pas alléger, il faut bien rendre la justice et dans des délais raisonnables. Quels sont les problèmes auxquels on est confronté? Le problème principal auquel nous sommes confrontés, c'est qu'il y a 2 fois moins de magistrats en France que dans les principaux pays européens, notamment l'Allemagne. Alors c'est marrant, l'Allemagne c'est un exemple dans la plupart des cas, mais là on s'en fiche. Et on continue avec 2 fois moins de magistrats quand même. On est dans les derniers au niveau des pays de l'OCDE. Alors comment vous voulez que la justice aille vite avec 2 fois moins de magistrats? Avec les conciliateurs par exemple. Les conciliateurs
pas pour les litiges civils. Oui, mais les conciliateurs peuvent pas tout concilier. Une fois que vous n'avez pas réussi à vous concilier, il faut bien avoir accès au juge. Et c'est bien ça le problème. C'est que là, ce serait un arrangement à l'amiable qui serait fait entre les deux parties avec les deux avocats et le médiateur au milieu. Oui, mais c'est pas en toute matière. Ça, c'est que en matière civile. Et que pour le tribunal d'instance et une partie des affaires familiales. C'est un peu compliqué ce texte parce qu'il part un peu dans tous les sens. C'est bon, c'est en même temps un bien parce qu'on. Pour vous, il est mal fait ce texte. Bah, en tout cas, il a pas. Je vois pas quel est l'objectif. De fond, je veux dire. Bah, vous venez de dire que c'est de faire des économies. Non mais de fond, c'est-à-dire faire des économies, c'est pas un programme en soi. J'imagine que pour la justice, on peut avoir des idées un peu plus. Et vous, ce serait quoi par exemple? Comment je vais dire ça? Que vous prévoyez politique, de grands principes, d'indépendance. Et pour la justice, la France insoumise préconise quoi si le projet d'Emmanuel Macron ne convient pas? Ouais. Bah, qu'est-ce que vous proposez, pour renforcer l'indépendance de la justice et notamment des magistrats du parquet et de ceux du siège dans une certaine mesure aussi, en mettant en place un conseil supérieur de la justice qui remplacerait le conseil supérieur de la magistrature, avec la moitié désignée par les magistrats et la moitié désignée par les parlementaires et non pas par l'exécutif, des personnes qualifiées et qui désigneraient et qui nommeraient les différents magistrats. Voilà une proposition qui permettrait de se dire voilà, on essaye de rendre indépendante la justice. Les moyens x2, voilà, c'est pas compliqué, x2, 2 fois le nombre de juges parce que pour être au moins au niveau des standards européens. Ensuite, sur la question de la procédure pénale, nous la philosophie qu'on porte, c'est de renforcer les pouvoirs du juge d'instruction au détriment, je dis bien au détriment, du procureur de la République. Parce que ce n'est pas acceptable de mettre autant de pouvoir dans les mains d'une personne qui n'est pas indépendante. Voilà, c'est pas acceptable parce que c'est attentatoire aux libertés individuelles, pas juste sur la perquisition, mais dans plein de domaines. Je vous donne quelques exemples comme ça. Rapidement, si vous le pouvez. Et puis sur le sens de la peine, parce que c'est une partie de ce texte. Finalement, on dit le sens de la peine, c'est 7000 places de prison supplémentaires. C'est pas acceptable. 15 000. Alors, bon. 15 000 jusqu'en 2027. 17 000 jusqu'à 2022. J'espère bien qu'on les pliera en 2022 et qu'on stoppera les constructions entre deux, mais c'est 7 000 jusqu'à présent. Mais alors même que le président de la République fait de magnifiques discours, la ministre de la Justice sur la prison, il y a trop de gens en prison, ça devrait pas être l'alpha et l'oméga, il faut mettre le paquet sur les alternatives à l'incarcération, en faire des peines de probation autonomes. Et qu'est-ce que vous voyez dans le texte? Je vous demande de conclure, parce qu'il faut vraiment qu'on avance sur cette émission. Vous êtes dur quand même. Je sais, c'est difficile. Quasiment 50 articles de loi résumés. Bon. Mais voilà, pour moi, il n'y a pas d'inspiration dans ce texte, si ce n'est de faire des économies de bout de chandelle. Et c'est quand même dommage. On augmente de plus de 5% par an le budget de la justice. Et dans quoi il va passer? Pas dans plus de magistrats, pas dans une justice plus rapide, uniquement dans la construction de places de prison. Merci Hugo Franceschi, merci Hugo Bernalicis. Fréquence ESJ. Hugo Bernalicis, on va parler tout de suite un peu plus précisément de vous et de ce que vous faites. L'Assemblée nationale a vu arriver une nouvelle vague de députés en juin 2017. Nouveaux horaires, aller-retour entre les circonscriptions et Paris. Les nouveaux arrivants ont dû s'adapter à ce nouveau rythme et vous en faites partie. On revient dessus avec vous, Yanis Darras. Ça a été dur l'adaptation à la vie de l'Assemblée nationale, Hugo? Bah oui et non, c'est-à-dire que vous avez plus que ça à faire. Je veux dire, je cumule pas deux emplois. Moi, j'étais fonctionnaire, donc je suis en disponibilité de droit, donc je suis député à plein temps. Après, l'organisation concrètement avec la vie de famille, c'est compliqué, quoi. Enfin, il faut tout bouleverser. Vous êtes en moyenne 2 nuits par semaine pas à la maison. Moi j'ai un petit garçon en bas âge, donc faut voir les modes de garde, faut pas non plus que tout se reporte sur ma compagne, elle n'a pas décidé de se présenter aux élections, donc c'est pas pour subir mon activité. C'est des problèmes concrets que je vous dis là, auxquels sont confrontés la plupart des députés. Après le rythme on le prend, la difficulté en réalité c'est pas un problème finalement de prendre le rythme, c'est plutôt d'adapter sa vie autour de ce rythme. Bah il y a les deux mon capitaine, c'est d'adapter sa vie et le rythme, parce que honnêtement quand vous êtes un petit groupe comme nous d'opposition, on n'est que 17 députés sur 577, c'est pas énorme, on a l'impression qu'on est plus nombreux mais en fait on n'est que 17. Regardez le nombre de textes. Alors ça a été un truc qui a été mis en avant par les députés de la République En Marche. Plus de 50 textes en une session, 2 sessions extraordinaires, une session ordinaire. Normalement, en théorie, je suis censé me prononcer de manière libre et consciente sur les 50 textes en question. Vous croyez que vous pouvez vous forger un avis sur 50 textes comme ça Non mais c'est pas humain, honnêtement. Honnêtement, c'est pas humain. Justement, donc il y a un petit problème d'inflation législative qui est dénoncé à chaque fois. On fait trop de lois, et qu'est-ce qu'on fait? On continue à faire trop de lois et encore plus vite. Non, c'est pas acceptable. Vous êtes très jeune, Hugo Bernalicis, vous avez à peu près 29 ans. Voilà, vous avez 29 ans même. Il n'est pas trop mauvais pour couper la parole. Vous avez 29 ans, vous êtes donc très jeune. Est-ce que ça a été un problème votre âge pour s'adapter? Non. En tout cas, pour vous imposer finalement dans votre propre mouvement finalement. Non, dans mon propre mouvement, non, absolument pas. Et surtout au sein de l'Assemblée. Est-ce que ça a été un problème l'âge finalement?
Non, alors dans mon mouvement, je disais non parce que on est plutôt culturellement à pousser les plus jeunes d'entre nous à s'impliquer, à prendre des responsabilités, à agir. Voilà, c'est culturellement comme ça et tant mieux. Dans l'Assemblée non plus, finalement, y compris parce que je suis peut-être jeune, mais je suis un vieux militant en réalité. Oui, vous êtes quelqu'un quand même qui a toujours été assez impliqué dans la vie politique. Ça fait 14 ans que je milite. Combien de députés de La République En Marche peuvent dire que ça fait 14 ans qu'ils font de la politique? Quand même, ils seraient beaucoup plus âgés que moi. Pas tant que ça. Et c'est ça qui a fait la différence aussi quand on est arrivé dans l'hémicycle, c'est que vous avez des gens comme moi, qui ont déjà un peu réfléchi à ce qu'ils défendaient politiquement et qui ont une pensée construite assez spontanément, sans avoir besoin de prendre des notes ou de lire un papier, etc. Donc bien plus que l'âge, aujourd'hui, c'est la construction politique qui compte. Et je vais vous dire quelque chose, c'est que le fait d'être jeune a été une arme. Bon, maintenant ça marche un peu moins, mais parce que vous êtes... Finalement, vos adversaires, ils disent bon, de toute façon, c'est un petit jeune, il connaît rien. Bon. Et donc puis ça a été un avantage, votre âge. Oui, ça a été un atout sur le moment. Maintenant, ils ont compris qu'on était bon, donc bon, ils se sont adaptés. Alors vous êtes également député référent des Français expatriés en Suisse, au Benelux et au Liechtenstein. Il en fallait un. On vous a désigné un petit peu au hasard, c'est ce que vous êtes en train de nous dire? Pas complètement, mais en partie. C'est-à-dire qu'en fait, on a décidé de se partager la France en 17, de sorte à ce que les copains, les militants de la France Insoumise, c'est pas parce qu'ils n'ont pas de députés chez eux qu'ils doivent pas être en lien avec nous, quoi. Et on est député pas juste de notre circonscription, mais du pays entier. Et ce qu'on vote, c'est pour le pays entier. Donc on s'est dit, on va pas faire de jaloux. Et on va faire en sorte de pouvoir se déplacer un peu partout en France pour avoir en tout cas une apparition du groupe parlementaire. Plus loin que les frontières françaises du coup. Oui, partout en France, partout il y a des Français, on va dire ça comme ça. Voilà. Et puis pour la petite histoire, j'ai pris ce secteur-là parce que je m'implique sur la lutte contre la délinquance financière. Je mène une mission d'évaluation en ce moment sur le sujet. Et puis je m'étais dit que Suisse, Luxembourg, Liechtenstein, c'était c'est quoi des endroits sympas à visiter. C'est quoi aujourd'hui les problématiques des Français expatriés? Ah bah alors là, c'est une excellente question. Visiblement, ils ont pas trop de problèmes, les Français expatriés. Enfin, de ce que j'en vois, hein, honnêtement. Après, c'est une question sociologique, mais je sais pas. Faut déjà les rencontrer. Je suis pas encore allé les voir. Hein. Voilà, ils ne sont pas assez représentés par nos sauf mes camarades belges, parce que c'est pas loin de la frontière pour moi, que je connais plutôt bien. Non, mais c'est les services consulaires. S'il y avait quelque chose à pointer, la faiblesse des services consulaires. Et bon, après, c'est pour ça qu'on est aussi pour qu'il y ait un impôt universel et que les expatriés payent des impôts. Hein, la différence, vous savez, notre histoire d'impôt universel qui paye la différence entre ce qu'ils ont payé dans leur pays et ce qu'ils auraient dû payer chez nous pour éviter qu'il y ait des ils ne sont pas assez représentés aujourd'hui, les Français expatriés, finalement. Ils sont plutôt surreprésentés en réalité. Quand vous regardez les chiffres, ils sont plutôt surreprésentés en proportion du reste de l'Assemblée nationale. Et ça va être encore pire s'ils poursuivent la réforme de diminution du nombre de parlementaires. Ils sont Français avant tout aussi. Ils comptent. Ah mais j'ai pas dit le contraire. Je vous dis juste qu'ils sont surreprésentés. S'ils étaient sous-représentés, on pourrait avoir un débat sur est-ce que c'est normal ou pas. Non, je pense que ça va. Justement, ils sont surreprésentés par la République En Marche, qui a encore une autre souffrance. Est-ce que c'est normal de surreprésenter alors cette partie de la population? Non, moi en fait honnêtement je suis pour qu'on est pour une 6ème République, vous le savez, donc je vais pas vous défendre le système actuel, c'est pas mon sujet. Moi je pense qu'il faudrait mettre dans la Constitution une histoire de ratio, de nombre de députés par habitant, par rapport à un certain nombre d'habitants, et qu'ensuite on redécoupe les circonscriptions de la sorte pour avoir quelque chose d'un peu homogène. Moi je pense que tout le monde a le droit d'avoir un député sans pour autant... Moi je suis sur une grosse circonscription en plus, et finalement c'est pas si compliqué que ça parce que c'est ramassé et c'est urbain. Alors bon, finalement c'est peut-être plus galère pour les copains qui sont élus dans une circonscription rurale où d'un bout à l'autre vous avez plus de 150 km quoi. Merci Hugo Bernalicis, merci Yanis Darras. Fréquence ESJ. 20h45 sur Fréquence ESJ. N'oubliez pas, bien sûr, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, Facebook, sur notre page et sur Twitter avec le hashtag Fréquence ESJ. On se retrouve dans quelques instants pour l'agenda politique de la semaine. Hugo Franceschi sera également avec nous pour aborder les élections européennes. En attendant, on écoute Rihanna avec SOS. 20h49 sur Fréquence ESJ. On est avec vous, Hugo Bernalicis, jusqu'à 21h en direct et on aborde tout de suite les élections européennes. C'est dans quelques mois et la France Insoumise est l'un des premiers partis à avoir élaboré sa liste de candidats. Seulement des conflits internes viennent entacher la préparation de la campagne. On voit ça avec vous, Hugo Franceschi. Hugo Bernalicis, l'élaboration de la liste Europe Insoumise a été jugée trop verticale par certains militants. Est-ce qu'il y a un manque de démocratie à la France Insoumise ? Elle a été validée par la majorité des militants par un scrutin interne. Alors bon,
comme vous voulez, on peut se focaliser sur ce qui est moins bien. Non, moi je parle du mode de sélection. Moi je parle du mode de sélection des candidats. J'entends bien. Et sinon, on peut se focaliser aussi sur ce qui a bien fonctionné. Et je pense que le mode de désignation a plutôt bien fonctionné parce qu'il y a un comité électoral qui supervise tout ça, avec des représentants des groupes d'action qui s'auto-organisent localement, qui ont été tirés au sort et qui font partie de ce comité électoral. Avec pourtant, un militant insoumis qui s'appelle Lilian Gelfi, tout à l'heure vous vouliez des noms, là je vous en donne, au sein du comité électoral, il déclare que tout était verrouillé par la direction au profit de petits arrangements entre amis. On parle même d'une liste de noms qui a été de membres du parti de gauche à défendre, qui a été transmise au comité par la direction directement. Donc est-ce que là il y a une verticalité trop accrue au sein de la France Insoumise? Heureusement il y en a un sur la 36 membres je crois du comité électoral. S'il y avait 15 membres sur les 36, je vous dirais qu'il y a un problème, mais bon. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Le comité électoral comme je vous l'ai dit, se compose à la fois de représentants des groupes d'action et également des représentants des organisations politiques qui sont membres de la France Insoumise. Il n'y a pas que le parti de gauche, il y a d'autres organisations politiques. Et les organisations politiques, membres de la France Insoumise, ont à juste titre défendu des candidats qui viennent de leur parti en disant moi j'aimerais bien les voir sur la liste à la fin. Voilà. Et si vous trouvez ça vertical, désolé. Et sur cette liste de candidats, logique, sain et normal que ça se passe de cette manière-là. Après, c'est le comité électoral dans son ensemble qui fait son tri, qui regarde les arbitrages, etc. D'ailleurs, la liste est-ce que c'est sain et normal de retrouver des proches de Jean-Luc Mélenchon dans cette liste? Vous me laissez pas finir une phrase. Moi, je pense que c'est normal que vous ayez un équilibre à la fois politique, à la fois un équilibre de personnalité. La liste n'est pas encore bouclée. D'accord. Il y a des gens qui vont être annoncés d'ailleurs dans la semaine qui arrive comme étant membres de la liste de la France Insoumise. Qui va être annoncé? Je peux pas vous le dire, sinon vous allez pas avoir la primeur quand même des annonces. Tout ça est une histoire de pour l'instant, on a Bernadette Abriel qui est l'ex-épouse de Jean-Luc Mélenchon. Alors on a aussi Gabriel Amar qui est le gendre de Jean-Luc Mélenchon. Tout ça c'est sain et normal. C'était pas ça le nom. C'était pas ça l'ex-épouse. C'est Gabriel Amar et Bernadette Abriel. Ah non, je crois pas que cette dame ait été. Vous ne voyez pas. Non, mais c'est pas grave. Peu importe. Vous me demandez s'il y a des proches de Jean-Luc Mélenchon qui sont sur la liste. Alors, oui. Figurez-vous qu'il y a des proches de Jean-Luc Mélenchon parce que, disons qu'on a une histoire militante ensemble depuis 2008. Moi-même, vous pourriez me considérer comme un proche de Jean-Luc Mélenchon puisque je suis rentré au parti de gauche dès sa création. Oui, mais on vous voit dans la médiatisation. Est-ce qu'on les voit dans la médiatisation? Oui, ils ont eu des mandats locaux, ils ont une vie politique en dehors de Jean-Luc Mélenchon. Évidemment. Donc, mais est-ce qu'ils sont aussi visibles que d'autres têtes de la France Insoumise? Dans la liste du mouvement que représente Jean-Luc Mélenchon, il y a des proches de Jean-Luc Mélenchon. Oui, et c'est normal. Je préfère qu'il y ait des proches de Jean-Luc Mélenchon que des proches d'Emmanuel Macron. Des membres de sa famille. Non, mais figurez-vous. Parce que vous parliez de sain et de normal. Non, mais attendez. Moi, je vous demande si son gendre et son ex-épouse, c'est normal. Alors, oui, parce que par ailleurs, ce ne sont pas que des gendres et des ex-épouses. Ils ont une vie par ailleurs militante. C'est des gens, en plus pour ce qui est de Gabriel Amar et c'est Pascal Lenéwanic, son ex-épouse, ils ont milité, ils ont eu des mandats électifs. Ça fait 30 ans qu'ils militent. Alors vous pouvez les résumer à gendre 2 ou épouse ou ex-épouse 2, mais c'est vraiment pas juste pour ce qu'ils sont eux et les renvoyer à des ex 2 ou des gendres 2. Voilà, moi je trouve ça, honnêtement, je vous le dis, je trouve ça dégueulasse. Par ailleurs pour leur militantisme et pour leur qualité. Est-ce qu'il faut les élire parce qu'ils sont gendre ou ex-2? Non, c'est pour leur qualité intrinsèque de militants et leurs compétences qu'ils ont été choisis d'être mis sur cette liste. Et il y a d'autres militants qui ont su montrer leur capacité à défendre la France Insoumise. Il s'agit de Philippe Juravet et Sarah Swalili. J'espère que je le prononce bien. Philippe Juravet et Sarah Swalili. Oui, et qui ont été écartés de la liste par Manuel Bompard directement. Le militant Lilian Gelfi dont je vous parlais au début affirme que c'était sans débat, qu'il l'a fait comme ça, de son propre chef. Ça, est-ce que c'est normal pour constituer une liste européenne d'exclure des candidats sans débat Non mais ce serait pas normal si c'était vrai. Voilà, ce n'est pas vrai. Ça ne s'est pas passé comme ça. Il y a un comité électoral qui en a discuté et ils ont été écartés pour, d'une part, laisser la place à d'autres qu'on jugeait plus pertinents. Donc, Libération diffuse des fake news. Libération diffuse des fake news. Oui, ce serait pas la première fois. Des fois, ils ont des papiers intéressants, mais pas toujours. Et Manuel Bompard a été donc élu tête de liste aux côtés de Charlotte Girard. Or, d'après le journal Libération, la liste n'est toujours pas ordonnée. Oui, mais les militants voulaient voir. Oui, sur la liste provisoire, il est actuellement tête de liste. Et Younous Omarji était plébiscité parmi les militants insoumis. Pourquoi il n'y est pas? Comment vous savez qu'il était plébiscité par les militants insoumis? Encore une fois, je me fie à l'article. Alors c'est le bon terme pour France Insoumise, mais moi je veux bien qu'on discute de plébiscite, de plein de choses, etc. Mais il faut quand même que ça repose sur quelque chose. Est-ce que Younous veut être tête de liste de la liste européenne? Non, c'est pas ce qu'il réclame.
Voilà, à un moment donné, c'est des arbitrages politiques. On essaie de faire la plus belle liste et on verra ce qu'il en sort à la fin. Encore une fois, il y a des personnalités extérieures qui vont rentrer dans cette liste. Il y aura des annonces qui seront faites bientôt et on verra bien ce qu'il en sera. De toute façon, la liste définitive sera une nouvelle fois validée par les militants de la France Insoumise qui seront appelés à voter sur la plateforme en ligne. Merci Hugo Bernalicis, merci Hugo Franceschi. Fréquence ESJ. On finit tout de suite cette émission par l'agenda politique de la semaine à venir. Mercredi prochain, le PDG d'Apple, Tim Cook, s'exprimera à Bruxelles lors d'une conférence internationale sur la protection des données. Hier déjà, il s'est exprimé sur ce sujet à Berlin. Il a répété que le RGPD était une bonne chose. Le RGPD, c'est le Règlement européen des données personnelles. Il souhaite même aller plus loin et que d'autres pays suivent l'exemple de l'Europe, comme les États-Unis. Hugo Bernalicis, est-ce que Tim Cook est honnête dans sa démarche ou est-ce qu'il cherche simplement à rassurer ses clients ? Écoutez, moi j'aurais préféré que Tim Cook fasse une conférence sur l'évasion fiscale et le fait de ne pas payer ses impôts en France et en Europe. Je pense que ça aurait été plus utile. Il a eu rendez-vous avec Emmanuel Macron pour discuter de ça. Emmanuel Macron lui a demandé d'être plus présent. Attendez, moi je veux pas de discussion, je veux que la loi elle s'applique. On a parlé tout à l'heure des gens qui sont au-dessus des lois. Voilà encore un. Le PDG d'Apple. Qu'est-ce qu'on attend pour appliquer la loi pour récupérer les millions d'euros que nous doit Apple à l'État français ? C'est pas le seul d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on attend ? C'est pareil, la proposition de loi qui a été faite sur la fraude fiscale permet de s'arranger. Quand bien même on passe dans le circuit judiciaire, on passe par la convention judiciaire d'intérêt public qui permet de s'arranger avec le procureur, encore ce fameux procureur dont j'aimerais bien qu'il ait un peu moins de pouvoir. Et là on parle de la protection des données. Est-ce qu'à votre avis, il a juste déclaré ça pour rassurer ses clients ? Il y a eu plusieurs fuites de données personnelles. Il y a eu des piratages Facebook avec plus de 30 millions de comptes fin septembre qui ont été piratés. Pareil pour Google avec 500 000 membres de Google+, qui ont vu leurs données personnelles piratées. Est-ce que lui, il dit ça simplement pour rassurer ses clients ? Ah bah oui, c'est sûr. C'est sûr, parce que sinon, il serait allé de l'avant. Je veux dire, tous ces gens-là qui sont philanthropes, qui ont plein de belles idées, pourquoi ils n'ont pas protégé les données ? Pourquoi ils ont attendu qu'il y ait une loi ? C'est bien que la loi sert encore à quelque chose, et j'espère qu'on pourra les faire évoluer une fois qu'on sera au gouvernement. Vendredi prochain aura lieu l'élection présidentielle irlandaise, une élection sans beaucoup de suspense, car l'actuel président Michael Higgins est grand favori dans les sondages. Il devance ses 4 concurrents et de loin. Les derniers sondages le placent en tête avec 66% d'intention de vote. Michael Higgins est surtout se dit surtout concerné par la question du Brexit. Pour lui, les conséquences du Brexit et sur le Royaume-Uni n'ont pas été anticipées. Est-ce qu'il a raison, le président irlandais ? Ah bah c'est sûr que ça n'a pas été anticipé, ça il a raison. C'est même une évidence. Aujourd'hui on voit comment le Royaume-Uni sont bien dans la panade sur leurs négociations. Ils auraient mieux fait d'y réfléchir à 2 fois. Moi je pense que ils ont été un peu trop démagos sur le sujet et que maintenant ils se mangent les doigts, mais en même temps les Anglais ont voté à la majorité, les Irlandais, les Écossais, ils ont voté. Il y a le Brexit, il faut que ça s'applique et puis j'espère que pour eux, ils pourront au moins défendre un minimum leurs intérêts. Est-ce que vous souhaitez que la France, dans un avenir proche ou moins proche, fasse la même chose ? Non, moi je ne souhaite pas que la France fasse la même chose. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est idiot de pas se préparer et de faire comme les Anglais, je viens de vous le dire, mais du coup je veux pas faire ça. Et y compris quand on a nos stratégies de plan A, plan B, de désobéir aux traités européens, à des dispositions des traités européens, l'objectif pour nous, et comme ça on va parler un peu du fond sur l'Europe et pas juste des listes, l'objectif pour nous, c'est de désobéir aux traités pour pouvoir appliquer notre programme. Quand je vous dis par exemple, il faut que la SNCF redevienne publique, il faut un pôle public de l'énergie pour pouvoir avoir des tarifs de l'électricité et du gaz et qui soient à nouveau contrôlés et qui soient viables, de faire la transition énergétique. Et tout ça, ce n'est pas possible en l'état actuel des directives européennes. Oui, nous souhaitons désobéir, mais pas tout seul, avec tous ceux qui voudront désobéir avec nous. Merci Hugo Bernalicis. Fréquence ESJ. C'est la fin de cette émission. Merci Hugo Bernalicis d'avoir répondu à notre invitation. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez bien évidemment nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et depuis cet été Instagram. Vous pouvez évidemment aller sur notre site fréquenceesj.com où vous pourrez retrouver cette émission. Dès demain à 7h sur Fréquence ESJ, c'est l'actuel qui vous réveille avec Dimitri Hainaut et Antoine Lermite jusqu'à 9h. Et à 20h, vous retrouverez Lucas Pierre dans Storytelling. Le prochain numéro de 20h l'invité, c'est mardi prochain. Nous recevrons Éric Tegner, ancien candidat à la présidence des Jeunes les Républicains. Est-ce que vous avez un petit mot à lui adresser en quelques secondes ? Qui tiennent bon, parce que les jeunes chez les Républicains, c'est une denrée qui semble rare, mais bon, il y en a quelques-uns à l'Assemblée, je m'entends bien avec eux, donc bon. Mais qui tiennent bon, oui. Le mot sera passé. Merci à vous Hugo Bernalicis. Bonne semaine à tous.